Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment j'ai réussi à faire des poignées en lamellé-collé, en bois évidemment, mais sans vapeur pour cintrer le bois et sans chauffer le bois non plus. C'est possible, vous allez voir. Je vais partir de la conception depuis zéro, je vais définir le design, les dimensions des poignées, je vais faire des prototypes. Si c'est OK, c'est cool, si c'est pas OK, je recommence. Le design, il va être défini tout au moins en partie en fonction des contraintes. Mes tiroirs, ils vont être lourds, ce sont des tiroirs pour un établi, et donc je vais avoir besoin de poignées solides et avec une bonne prise en main. Je les veux solides, mais pas mastoc, et je les veux en bois. C'est pour ça que j'ai défini que j'allais les faire en lamellé-collé. Le lamellé-collé, il apporte beaucoup d'avantages, mais aussi des contraintes, et notamment, il implique des formes au rayon de courbure faible. Et ça aussi, donc, ça va jouer sur le design. Mais le design, il sera aussi en fonction de l'esthétique. Ce que je veux, ce sont des poignées en bois qui soient ni trop grandes, ni trop petites, qu'elles soient légères au niveau design, je veux dire assez fines, pas mastoc, et en gros, qui ressemblent à ça, tout du moins pour la forme, mais en joli. Bon, maintenant que j'ai déterminé la forme, je vais déterminer les dimensions. Donc pour ça, je vais faire un petit schéma grossier, comme ceci. Donc là, ça serait ma poignée vue de dessus. Ok, ça ressemble en gros à ça. Et je vais essayer de déterminer toutes les cotes pour avoir quelque chose d'ergonomique et de joli. Donc la première chose que je vais faire, c'est essayer de déterminer cette cote-là. Donc je vais prendre mon pied à coulisse et je vais mettre ma main comme ça et je vais voir où est-ce que je suis à l'aise. Là, je suis très près des bords, ça ne me va pas. Je vais écarter un petit peu. Je vais me mettre ici, comme ça j'aurai une cote complète et voilà. Là, je suis à peu près confort. Et l'écart ici, il est de 11 cm. Donc 110 mm par là. Et ça, c'est les dimensions à l'intérieur, hein, puisque c'est là que je vais mettre mes doigts. Donc ça fait 110. Ce que je voudrais, c'est avoir des fixations relativement stables. Donc je vais déterminer arbitrairement que cette cote-là fait 40. Ici aussi. Et oui, j'écris comme un cochon. Et alors ? On est à l'ère de l'informatique, de toute façon, maintenant, on n'écrit plus, on tape. Maintenant, je vais prendre mon pied à coulisse, mais dans l'autre sens, comme ça, et je vais voir jusqu'où je peux descendre, voilà, à peu près là, pour pouvoir passer ma main. Donc là, j'ai attrapé ma poignée, si vous voulez, je l'ai prise ici. Et il me faut donc 3 cm derrière pour pouvoir être à l'aise. Donc ça veut dire que la cote, ici, à l'intérieur, elle doit faire 30. À partir de là, sachant que je vais faire un lamellé-collé, je ne vais pas avoir un angle trop grand ici, trop cassant. Donc je vais me limiter à 45 degrés. Donc si j'ai 45 degrés ici et 45 degrés ici, bah, si j'ai 30 mm ici, je vais aussi avoir 30 mm ici. Ce qui nous donne la cote finale ici. Donc 4 et 4, 8, 3 et 3, 6, 6 et 8, 14. 14 et 11, 25. Ici, on a 250 mm. Il reste à déterminer l'épaisseur de la poignée. Alors, je voudrais qu'elle ne soit pas trop épaisse parce que ça sera quand même plus joli. Mais je voudrais quand même qu'elle soit solide parce que les tiroirs vont être très lourds. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire du lamellé-collé parce que là, on a un avantage. Le lamellé-collé, l'intérêt, c'est qu'on va faire des fines couches de bois. Et donc, les fibres du bois vont suivre la forme. Ce qui fait qu'à la fin, on aura un objet, donc la poignée en l'occurrence, qui sera relativement résistante, naturellement, puisque les fibres ne sont pas coupées. Si j'avais taillé cette poignée dans la masse, en imaginant que les fibres étaient dans ce sens, et bien ici et là, on aurait les fibres comme ceci, et on aurait des points de faiblesse. Alors qu'avec la technique de lamellé-collé, ici on a les fibres qui vont par là, ici, par là, etc. Et donc, en tout point, la poignée est solide. Et donc, une poignée en lamellé-collé, elle n'aura pas besoin d'être aussi épaisse que la même chose taillée dans la masse. Donc je vais partir sur une poignée de 10 mm d'épaisseur, par exemple, et on va voir ce que ça donne. Il reste une cote qu'on n'a pas déterminée, c'est la hauteur de la poignée ou son épaisseur, ça dépend de quel point vous vous placez. Donc cette cote-là. Là, pour choisir, j'ai pris un bout de bois qui est fin d'un côté et plus épais de l'autre, et je vais le prendre et je vais essayer de me positionner là où je suis le plus confort. Alors pour faire bien, il faudrait que ce truc-là fasse 10 mm d'épaisseur. Ça ne fait pas 10 mm, mais je peux le faire avec ce bout de bois par exemple. Le problème, c'est qu'il est trop large. Donc pour l'instant, je vais essayer de déterminer la hauteur. Je veux dire cette cote-là. Donc là, ça me paraît pas mal. Ici, je vais rajouter... Ouais, c'est bon. Le bois là, il est à peu près de la même taille que celui-ci. Donc si je me mets comme ça, ou plutôt comme ça, puisque c'est comme ça que je vais prendre la poignée,
j'ai l'impression que je suis à l'aise. Donc ça me va bien. Évidemment, j'arrondirai les angles ici pour que ce soit plus confortable, mais globalement, ça va. Donc, la cote à retenir, c'est a priori 27-28 mm. J'aimerais bien utiliser ce bout de noyer, donc s'il fait... Ah, il fait 26,5. Donc on va partir sur 26 mm. Parce que l'intérêt aussi du lamellé-collé, c'est qu'on peut faire des poignées bicolores ou tricolores. On fait ce qu'on veut. Donc je peux très bien faire un insert central par ici, par exemple, comme ça, en noyer, ça peut être très sympa. Donc là, on part sur 26 mm. Et bien allez, il n'y a plus qu'à. Donc pour pouvoir créer ma poignée de tiroir, je vais d'abord faire une esquisse. L'esquisse, c'est ici. Donc je vais la faire sur le plan du haut, puisque je vais dessiner ma poignée par-dessus. Donc c'est ce plan-là. Et je vais commencer par faire une ligne de symétrie, parce que je n'ai pas envie de faire ma poignée complète. Je vais en faire que la moitié. Ça va me permettre de mettre les cotes que d'un côté, c'est bien plus malin. Donc je commence par faire un axe de symétrie. Je détermine que ceci, par convention, c'est une ligne de construction, donc elle va être en pointillé. Ça ne change absolument rien, hein, c'est juste pour qu'on s'y retrouve. Et ensuite, je vais reprendre l'outil ligne, je vais créer une demi-poignée. Donc la partie pour fixer sur le tiroir, quelque chose comme ça et comme ça. Voilà. Donc ce point-là, déjà, il est solidaire à l'axe de symétrie. Ça, c'est pratique. Je vais maintenant mettre des cotes. Donc je sais qu'ici, par exemple, j'ai 40 mm. Je sais qu'entre ici et ici, j'ai 30 mm. Je sais que l'angle ici, il est de 90 plus 45 degrés, donc je ne m'embête pas à calculer que ça fait 135. Je tape directement 90 plus 45, on ne va pas s'embêter. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser l'outil symétrie ici. Je vais sélectionner les objets que je veux symétriques, donc celui-ci, celui-là et celui-là. Et je dis que je veux une symétrie par rapport à ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux finir mes cotes. Il m'en reste 2 à mettre. La cote totale de 250 mm. Et puis celle-ci de 11 mm. Je n'ai même pas besoin de la mettre parce que mathématiquement, étant donné qu'on a des cotes finis, des angles finis, etc., eh ben, on n'a pas besoin de mettre cette cote-là. De facto, elle fait 11 cm, 110 mm. Donc je peux mettre une cote pilotée. Donc vous voyez, là, elle est entre parenthèses. Ça veut dire quoi ça? Ben, tout simplement, si je décide que finalement je veux des poignées de 280 mm, ben, ma cote elle va automatiquement passer à 140, sans que j'ai rien à faire. Donc je remets 250. J'enlève cette cote qui ne sert à rien. Ça, le schéma est plus lisible. Et maintenant que j'ai la forme de ma poignée, je vais rajouter des congés dans les angles, parce que je ne veux pas d'angle cassant. Donc j'en veux un ici, 20 mm par exemple de rayon. Un deuxième là, pareil, 20 mm. Et puis si j'avais été malin, j'aurais mis ces congés avant de faire la symétrie, ça m'aurait évité de les faire de l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave, je vais le faire. 20 mm et encore 20 mm. Pourquoi 20 mm? Ben, c'est arbitraire, hein. Ça permet d'avoir quelque chose de plutôt harmonieux. Et puis il ne faut pas oublier que mécaniquement, ça va être plus simple de faire des courbes douces que des courbes franches pour notre lamellé-collé. Le but, c'est quand même que le bois ne casse pas. Maintenant, je vais utiliser l'outil décalage pour pouvoir faire l'autre côté de ma poignée. Je m'explique. Je vais sélectionner ça et ça. Et je vais créer une courbe similaire à la première, mais avec un décalage de 10 mm, par exemple, puisque je veux une poignée qui fait 10 mm d'épaisseur. Alors vous aurez pu me dire, j'aurais pu copier-coller toute la première partie et la mettre là-haut. Oui, mais non, parce que en fait, si ici j'ai un rayon de courbure, ici j'en ai un autre, vous voyez, il est plus petit. Et inversement, ici, il est plus grand. Et c'est normal, parce que le rayon qui fait 20 ici, et bien ici, il fait 30, puisqu'on est 10 mm plus loin. Ben là, j'ai quasiment fini, hein. J'ai un premier tracé, un deuxième tracé. Donc à partir de ce tracé-là, je vais faire un premier moule. Il faut imaginer qu'il y aura de la matière du moule ici. Et une deuxième moitié de moule avec de la matière ici. Et entre les deux, ben, je vais pouvoir prendre en sandwich les petites lames de bois que je vais faire et fabriquer ma poignée.
Alors, je pourrais, avec une ligne ici et une ligne là, faire une forme complète, terminer l'esquisse et à partir de là, faire une extrusion pour pouvoir représenter ma poignée qui doit faire 26 mm d'épaisseur. Mais je ne vais pas le faire, j'ai pas besoin. J'ai juste besoin de mes deux lignes comme ça. Donc je vais terminer l'esquisse, je vais la sélectionner et je vais l'enregistrer au format DXF. Je l'enregistre sur l'ordinateur et c'est fini. Maintenant, je vais lancer Lightburn, je vais faire Fichier, Importer. Je vais sélectionner mon fichier et je vais pouvoir l'ouvrir. Je vais commencer par enlever la ligne de symétrie ici. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prolonger les deux traits là. Et là. Et voilà, j'ai fini, j'ai plus qu'à découper ça. Et le mieux pour ça, c'est d'utiliser de la récup. Dans ce cas-là, je vais utiliser une cagette. C'est idéal pour ce genre de choses. Le fond de celle-ci est en médium, donc je vais utiliser ça pour faire mon gabarit. Et les côtés, ils vont servir à allumer le barbecue, c'est tout bénef. Allez, je mets les lunettes et c'est parti. Et voilà, c'est vite fait et bien fait. Donc ça, c'est le haut et ça, c'est le bas. Alors encore une fois, chacun utilisera la technique qu'il préfère, mais l'intérêt du laser pour moi, c'est de pouvoir avoir une découpe extrêmement précise d'un seul coup, ce qui est un bel avantage par rapport à la technique de la scie sauteuse où on vient s'approcher du trait et ensuite on vient poncer pour enlever la matière jusqu'au trait. Ici, je suis sûr que ma découpe elle est bonne et que je ne dépasse pas le trait, c'est pas possible. Maintenant que j'ai mes gabarits pour faire mon moule et mon contre-moule, je vais les fabriquer et je vais les faire dans du mélaminé. C'est un double avantage pour moi. J'aime pas jeter, du coup j'ai toujours ce mélaminé. Mais j'aime pas du tout le mélaminé, donc je m'en sers dès que j'ai l'occasion pour faire des trucs comme ça, à usage unique, et ensuite ça va à la benne. Donc ça me fait plaisir parce que je ne l'ai pas jeté, ce mélaminé, ça me fait plaisir aussi, parce qu'il va me servir et qu'ensuite je vais m'en débarrasser. Pour former le moule et le contre-moule, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le gabarit dessus, comme ça, et ensuite, je vais m'appuyer sur le bord ici avec une fraise à copier et je vais découper le mélaminé pour en garder la pièce usinée. Évidemment, ici, c'est pas assez large, donc je vais doubler l'épaisseur. Mais avant de recopier mes formes, je vais d'abord découper les panneaux de mélaminé pour qu'ils soient à une taille assez pratique. Comme je le disais, c'est des chutes, donc les panneaux sont pas beaux, donc je vais d'abord faire une petite coupe de propreté pour enlever les tourillons qui dépassent ici. Et la rainure ici, ça devait sûrement être le fond du placard. Et donc pour découper ce mélaminé, j'ai monté une lame adaptée. Alors là on est bien d'accord, c'est pour faire un moule, donc j'ai vraiment pas besoin d'avoir une belle coupe. Mais c'est pas le sujet, c'est juste histoire de garder les bonnes habitudes. Alors ça, je vais le mettre à longueur. C'est très simple. Tac. Voilà.
Maintenant que j'ai mon bois pour le moule et le contre-moule, je vais pouvoir les assembler deux par deux. Et pour ça, pas question d'utiliser de la colle, parce que sur le mélaminé ici, ça ne va pas tenir du tout. Le mieux, le plus simple, c'est de les visser. Mais avant ça, au passage, puisque j'ai découpé mes deux gabarits, j'ai ici finalement la forme de ma poignée. Et je me rends compte que le gabarit est plutôt pas mal. C'est plutôt épais ici, donc je vais sûrement l'affiner un petit peu. Mais globalement, je suis satisfait de la forme. Mon gabarit, grosso modo, il va être comme ça. Donc je vais le mettre en place comme ça. Je vais me mettre directement dessus, comme ça je ne vais pas m'embêter. Hop. Et je vais le tracer comme ça. Comme ça je sais où il ne faut pas que je mette les vis. Et j'ai plus qu'à assembler mes bouts de bois ensemble. Alors les parties à enlever, c'est ici et là. Et ici. Il y a deux solutions possibles pour découper ici. La première, c'est de découper chacun des morceaux avant de les assembler. Et la deuxième solution, c'est celle que j'ai choisie, c'est d'assembler d'abord les deux morceaux et d'ensuite découper en une fois. Si je le fais comme ça, c'est parce que moi, je vais découper à la scie à ruban et que je vais avoir une coupe relativement proche du trait sans avoir le risque que la lame se torde et passe sous le trait un petit peu plus bas. Ce qui peut être le cas, par exemple, avec une scie sauteuse. Donc, si vous utilisez une scie sauteuse, je vous conseille de d'abord tracer et découper vos pièces en laissant un petit peu de marge au niveau du trait ici et ensuite d'assembler le bois. Moi, je vais gagner un peu de temps. Pour faire la découpe, je le redis parce que c'est important, il ne faut pas couper sur le trait, mais à l'extérieur, du côté où on veut enlever la matière. Parce qu'une fois qu'on aura fait ça, ensuite, on va venir fixer notre gabarit sur le moule ici, et on va s'appuyer sur le bord ici, avec une fraise à copier, pour pouvoir faire un bord bien propre. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait peu de matière ici, et que la matière soit du bon côté, bien entendu. Alors d'abord, on va tendre la lame. Il faut toujours détendre la lame quand on s'en sert pas. Et c'est parti. Voilà, c'est vite fait, c'est bien fait. Et on n'oublie pas de détendre la lame. Impec. Voilà ce que ça donne. Donc la lame est bien affûtée et ça se voit, on a un état de surface plutôt pas mal. Par contre, on a des à-coups, mais ça vient du fait que la lame était grande. C'est une lame qui est faite pour scier droit. Et autant pour la combiner, j'ai changé la lame pour mettre une lame adaptée, autant pour la scie à ruban, j'avoue, j'ai eu la flemme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer ça comme ça, tout simplement avec deux vis. Et ensuite, je vais utiliser une fraise comme celle-ci, qui comporte un roulement. Le roulement, il va être en appui sur le gabarit, et je vais enlever la matière en trop, comme ça. Et là, il y a deux choses à noter. La première, c'est que vous voyez, la fraise, elle est trop courte. Et ça n'a aucune importance, en fait, parce qu'une fois que j'aurai fait ma première passe, je pourrai très bien descendre ma fraise pour pouvoir m'appuyer sur la partie déjà usinée, et ensuite recopier la forme du haut de la pièce ici, en bas. Et la deuxième chose, c'est que contrairement à l'utilisation de bagues à copier, une fraise comme celle-ci, si vous êtes en appui sur le roulement, vous êtes obligé d'utiliser toute la longueur de la fraise ici. Évidemment, vous utiliserez moins si la pièce est plus petite que la fraise, mais dans ce cas-là, moi je vais utiliser toute la hauteur de la fraise, et il y a plus de 30 mm. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai laissé un minimum de matière pour éviter de faire forcer et la fraise et la défonceuse. Donc mes vis, elles sont ici, je le marque pour éviter de les mettre au même endroit. Et là, donc là les vis, je vais les mettre quand même au plus près du bord. Ah oui, mais c'est vrai, il va falloir que je les enfonce complètement dans le gabarit parce que la défonceuse va passer dessus. Voilà, ça dépasse pas.
Le gabarit est fixé sur le futur moule au moyen des 4 vis ici. Ces 4 vis, je les ai rentrées en force. Et il faut maintenant que j'élimine le surplus de matière ici qui a été débarrassé par la tête de vis. Tout simplement parce que la semelle de la défonceuse, elle va être en appui ici. Donc il faut que ce soit plat. J'ai fixé ma pièce pour l'usiner, j'ai monté la fraise dans la défonceuse. Maintenant, je vais régler la profondeur, mais avant ça, je vais placer l'autre pièce ici. Pourquoi? Parce qu'elle fait exactement la même hauteur et elle va me servir d'appui pour la défonceuse. Ça va me faciliter le travail. L'idée maintenant, ça va être de descendre la fraise à la bonne hauteur. Et pour pouvoir régler la fraise à la bonne profondeur, c'est tout simple. Je descends la fraise et je mets le roulement à la même hauteur que le gabarit. Tout simplement. Et je confirme que cette pièce-là, elle sert à rien. Par contre, chez Festool, ils font des accessoires super sympas. Ici, c'est la cape d'aspiration. Vous voyez, il y a une possibilité de la mettre une fois qu'on a monté la fraise. Vous pouvez ouvrir le truc, passer la fraise là, et refermer, et ensuite monter votre capot. Ce qui est très pratique parce que ça améliore la visibilité ici. Le problème, c'est qu'ici, on est en position basse, et que le mandrin qui est là est trop gros pour passer dans le petit trou ici. Donc, il va falloir que je revoie mon réglage. Que je passe ma cape. Donc là, je ferme la trappe. Et je refais mon réglage. Maintenant, je vais pouvoir usiner. Il va falloir que je fasse attention à bien plaquer la semelle sur le gabarit parce qu'il est franchement pas épais. Donc, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est-à-dire que si je soulève un petit peu la défonceuse en la basculant comme ça, par exemple, parce que là, l'appui, il n'est pas très grand, et je peux passer au-dessus du gabarit et l'usiner. Donc, il va falloir être prudent. Ce petit accessoire, ça aussi, c'est propre à Festool. Ils ont bien pensé le truc. C'est un capot qui vient récupérer la poussière et la renvoyer à l'aspiration. Donc ça, c'est bien quand on fait une rainure ou une feuillure. Par contre, je ne sais pas si ça va être pertinent de l'utiliser là-dessus. Donc, on va tester, sachant que, vous voyez, c'est censé tourner. Ça, par contre, c'est pas fourni par Festool, c'est un adaptateur d'aspiration que j'ai fait moi-même en impression 3D. Si vous voulez le fichier pour imprimer cet adaptateur, allez voir la vidéo où je présente cette défonceuse, il est dans la description. Alors ça, je m'y attendais pas. Le gabarit, il est tellement fin que le roulement est en appui ici et donc la fraise est assez basse. Et il y a un écart entre la partie coupante de la fraise et le roulement. Ce qui fait qu'ici, on a une bande de matière en trop. Donc sur cette partie-là, on voit bien que la fraise est travaillée et qu'on est exactement sur le même plan ici et sur le gabarit. Par contre, au-dessus, non, à cause de l'écart entre le roulement et la partie coupante. Et en dessous non plus, à cause de la taille de la fraise. Et il y a un deuxième problème, c'est qu'ici, je ne respecte pas la forme, et ça, c'est lié à ce déflecteur de poussière qui vient en appui à la fois de ce côté-là et de ce côté-là, et qui empêche la défonceuse de se mettre en place. Donc c'est très simple, je l'enlève. Voilà, c'est mieux. Voilà, maintenant je peux retirer le gabarit, il n'y a plus de souci, j'en ai plus besoin puisque la forme du gabarit, elle est reproduite ici. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une fraise comme celle-ci, qui va s'appuyer au milieu et qui va enlever le surplus qui se trouve ici. Ensuite je vais retourner la pièce et je vais enlever le surplus qui se trouve dessous. De la même manière avec cette fraise-là. Mais avant de monter cette fraise, je vais d'abord profiter que celle-ci est montée pour pouvoir usiner l'autre moule.
Cette fraise fait 16 mm de diamètre, celle que je viens d'utiliser, et celle que je viens de monter en fait 19. Elles n'ont pas le même diamètre, mais ça n'a aucune importance parce que de toute façon, ce qui compte, c'est que les deux fraises aient un rayon inférieur au rayon de courbure ici, qui est, je vous rappelle, de 20 mm. Maintenant, il va falloir que je règle la profondeur de ma fraise. Donc là, c'est très simple, hein. Il suffit que le roulement arrive quelque part au milieu de la fraise, comme ça. Et voilà. Alors, j'aurais pu démonter le gabarit avant, mais c'est pas nécessaire parce que la fraise passe à ras de toute façon. D'ailleurs, on peut le voir, hein, ici vous avez les traces du laser, et ici vous les avez plus, parce que j'ai dû pivoter un petit peu, j'étais pas bien en appui ici. C'est sûrement à cause de ça. Mais ça porte pas préjudice, ça. Je vais enfin pouvoir tester mes moules. Donc avant, je vais enlever les gabarits parce qu'ils me servent plus à rien. Et ces gabarits, je les garde parce que si ce système de moule fonctionne, je vais pouvoir en refaire, ce qui va me permettre de faire des collages en parallèle, parce que mine de rien, des poignées, j'en ai 22 à faire. Donc avec une seule paire de moules, ça va être 22 collages, 22 séchages, ça va être très très long. Pour faire des poignées en lamellé collé, j'ai besoin de faire des lamelles. Et pour ça, je vais utiliser tout ce bois-là, qui sont des chutes de l'atelier. Alors ce genre de choses-là, en général, un menuisier, il met ça au feu direct. C'est très rare qu'il ait besoin de morceaux de bois comme ça, vraiment c'est du déchet pour lui. Mais moi j'aime pas jeter, j'avais pour projet de faire des poignées en lamellé collé et je me suis dit que j'allais faire justement les lamelles là-dedans. Et pour pouvoir faire des lamelles fines dans ce bois-là et pas trop perdre de bois, je vais pas utiliser la scie parce que la scie elle a une largeur de coupe de 3,2 mm, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la lame de scie passe, elle emmène 3,2 mm de bois. Donc là-dedans je pourrais faire que 2 ou 3 lamelles. Je vais donc plutôt utiliser la scie à ruban qui me fera une coupe beaucoup plus fine et ça va limiter les pertes. Je vais faire mon premier essai en mettant des lamelles de bois entre les moules comme ça et en pressant avec un serre-joint. Je vais y aller mollo au début et plus ça va d'ailleurs, plus je me dis que les poignées comme ça, elles sont un peu épaisses. 12 mm, c'est peut-être un peu trop. Donc je vais faire un premier test avec des poignées de 6 mm d'épaisseur. Et je vais voir si les poignées sont solides. Si ça va, je continue comme ça, sinon je ferai plus épais. Mais avant ça, je vais mettre du scotch sur les moules, ça évitera que la colle vienne dessus. Et ça facilitera grandement le démoulage. Je vais faire un premier essai à sec, sans colle. Donc pour ça, j'ai pris des lamelles de bois qui a 6 mm et demi d'épaisseur. Et on va voir ce que ça donne. Donc le principe, il est tout simple. Je mets mes lamelles entre les deux moules, comme ça.
Et pour pouvoir serrer mon moule et mon contre-moule, je vais utiliser des serre-joints comme celui-ci. Alors ça, c'est un serre-joint Top Moumout. C'est un Maxi Press de chez Pierre, une très bonne marque. Il a l'avantage d'être extrêmement puissant. Il a un système ici qui permet de ne pas forcer. Je ne sais pas la force qu'il apporte, mais c'est en centaines de kilos, il me semble, hein, d'où son nom Maxi Press. Et il a un avantage aussi, c'est que quand on fait un tour ici, il y a 2 tours qui sortent ici, parce qu'en fait, on a un filetage là et un filetage là. Et en plus de ça, vous ne voyez pas de filetage ici. Tout le filetage, il est à l'intérieur là-dedans. Ce qui est vachement bien si vous faites de la soudure aussi, parce que si vous avez un graton qui vient sur le filetage, pour récupérer votre serre-joint, après, c'est compliqué. Bon, en menuiserie, ça ne change pas la vie, mais c'est quand même un plus. Bon, je place mon bois de manière à ce qu'il dépasse des 2 côtés. Ça, c'est important parce qu'il y a 2 virages à prendre. Et donc, au final, ces 2 parties-là, elles vont se rapprocher par là. Donc, il faut qu'il y ait assez de matière. Et je vais commencer avec un seul serre-joint pour l'instant que je vais placer au milieu. Donc là, j'ai placé mes 2 moules assez près de l'établi pour pouvoir tourner facilement la poignée. Hop, je me place comme ça et je commence à pomper. Au début, c'est facile, hein. J'imagine qu'après, ça va se compliquer quand il va falloir redresser le bois ici et là. Et ici et là, donc 4 fois. Bon, jusqu'ici, ça se passe très bien. Ça commence à forcer, donc allez. Je vais me mettre comme ça. Ça se passe nickel. Ça craque pas pour l'instant. C'est pas mal. Ça commence à... Bah non, c'est pas que ça force, c'est que je suis arrivé au bout du serre-joint. Alors le problème de ces serre-joints, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est lourd, donc je suis obligé de le replacer par là. Mais il va falloir que je le ramène quand même, parce que là, si j'amène un deuxième serre-joint ici sur le côté, ça va être compliqué de pomper là. Je reviens par là. Hop là, un ici et un autre ici. Maintenant, je serre les côtés. Voilà ce que ça donne. Alors, vu de ce côté, ça n'a pas l'air terrible parce qu'en fait, on a des bouts de bois qui ne sont pas tous à la même taille. Et ici, ça dépasse, donc ça fait un peu ce que ça veut. Par contre, de l'autre côté, les bois sont tous alignés, ils sont tous entre les 2 moules. Et là, on voit qu'on a une poignée qui ressemble à une poignée. Donc ça, c'est top. Ça m'a l'air bien. Il y a un petit défaut sur ce moule et ça ne se voit pas. Rappelez-vous, quand j'ai conçu le moule, j'ai fait en sorte qu'entre ces 2 pièces, on a un angle ici qui corresponde à une poignée qui fait 12 mm. Alors là, on a la moitié et ma foi, visuellement, c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vous propose, c'est de démonter tout ça, remonter tout ça, mais en ayant collé les bouts de bois et on va faire notre première poignée et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ah, c'est plus facile à dévisser qu'à visser, hein. Purée, ça avec des serre-joints de chez Action, c'est même pas la peine d'y penser. Il faut quand même une sacrée force. Au niveau des efforts sur le bois, c'est plutôt très bien. Vous voyez, ici, le bois, il a plié, mais il n'a pas cassé. Et ce bois, il était de ce côté-là, et c'est là que l'angle est le plus difficile. Et toutes les lames de bois sont pareilles, sauf la dernière, curieusement. Et celle-ci, je pense que je vais la remplacer. Parce que vous voyez, elle a cassé ici, ici aussi. Enfin, pas cassé, mais si, regardez, elle a cassé ici. Et de ce côté-là, on n'a aucun problème. C'est le côté qui a été scié à ruban. Par contre, de ce côté-ci, c'est brut de rabotage, je pense. Et il y a eu pas mal d'arrachements. Donc, je pense que ce bois, il était stressé. Ouais. Ah oui, si. Donc, cette lamelle-là, je ne vais pas l'utiliser, je vais la remplacer. Mais globalement, on voit que les efforts ont très bien été supportés par les lames qui sont finalement pas très épaisses. Donc c'est une excellente nouvelle. Allez, lame neuve. On va voir aussi d'ailleurs au passage si l'état de surface ici, il n'est pas trop gênant pour le collage ou s'il va falloir raboter. Ah, j'étais bête, j'aurais pas dû le coller celui-là. Bah c'est pas grave, tiens, je vais le mettre dans l'autre sens. Il n'y a pas besoin de colle sur celui-ci. Voilà. J'ai l'impression que c'est plus facile de presser. Alors soit c'est parce que le bois a déjà travaillé, soit c'est parce que la colle
ramolli le bois parce qu'il y a de l'eau dedans. Soit les deux, soit je me fais des idées. On ne saura jamais. C'est pas bien grave. En tout cas, c'est plus simple. Alors, celui du milieu, je vais le défaire pour pouvoir rentrer le piston. Et repousser et resserrer. Ah, c'est drôle, le papier il est dedans. Ouais, tant pis. Voilà, allez, plus qu'à attendre. Allez, on est plus tard, ça va être intéressant. On va défaire ça. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Voilà. Ça a quand même collé un peu, hein. Heureusement que j'ai mis le scotch. Allez, on va découper ça, poncer et voir ce que ça donne. Bon, déjà, on part de ça. Alors, je vous l'accorde, c'est pas très joli de ce côté-ci. Il y a de la colle un petit peu partout, mais c'est pas grave. Un coup de ponçage et ça va aller. De l'autre côté, c'est déjà vachement plus joli parce que la colle n'a pas coulé par là. Là où je suis content, c'est que déjà, c'est hyper robuste. Vous voyez, j'appuie dessus quand même pas mal fort et ça bouge à peine. Donc ça, je suis très content. Je vais commencer par faire une petite coupe de propreté de ce côté-là. Il va falloir que j'en prenne pas mal, a priori. Et ensuite, je couperai de l'autre côté pour avoir mes deux côtés parallèles. Bon, bah ça, c'est clairement ce qu'il fallait pas faire, j'ai pas réfléchi. Forcément, je m'appuie sur le côté ici, qui est pas bien haut, j'aurais dû mettre le guide parallèle de l'autre côté, avec cette face-là qui est plus haute. Parce que quand je suis arrivé ici, bah, j'étais plus en appui sur le guide parallèle, ni de ce côté-là, parce que j'avais coupé le bois, donc il n'y avait plus de matière ici, ni ici, bah, parce que je suis pas en appui sur la règle, et donc le bois, il fait ce qu'il veut, et donc forcément, j'ai abîmé le côté. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, c'est qu'un proto. Allez, on fait l'autre côté. Et cette fois-ci, je serai en appui sur la règle pendant toute la découpe, puisque cette fois-ci, le bois sera contre la règle. La partie que je veux garder sera à droite de la lame pour moi, ici donc, et pas ici. Voilà, donc en gros, ça donne ça. Je dis en gros parce que j'ai pas respecté les dimensions ici, j'y suis allé à l'arrache. Bon, c'est cool, je suis très content du résultat. Vous voyez déjà, alors c'est toujours aussi solide alors que j'ai enlevé quand même un bon tiers de la matière. Ça c'est top, je vais essayer de faire des poignées encore plus fines peut-être, pourquoi pas. Au niveau de la préhension, c'est presque trop grand, je vais peut-être la raccourcir d'1 centimètre, parce que j'ai quand même des grandes mains et franchement ça le fait bien. Et surtout, ce que je craignais, c'est ici, l'espace entre les lames. Étant donné que ces lames, justement, je les ai coupées à la scie à ruban pour pouvoir perdre un minimum de matière, étant donné l'épaisseur des tranches, c'est quand même la meilleure solution. Je suis très content, parce qu'en fait, l'état de surface ici, il est celui d'une scie à ruban, c'est-à-dire pas terrible, et pourtant, j'ai pas d'espace entre mes lames ici. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'était le plus gros risque que je voyais, et finalement, ça s'est bien passé. Donc c'est super cool. Évidemment, je vais améliorer ma technique de découpe du bord ici. Hein, on est bien d'accord. Là, je suis allé vite parce que j'étais quand même pressé. Et je vous l'accorde, c'est ni fait ni à faire. Mais globalement, voilà, ça donne ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper les pattes aux dimensions que j'avais dit, c'est-à-dire 4 cm. Je vais le poncer et je vais voir ce que ça donne en faisant un essai.
Et voilà ce que ça donne, donc c'est plutôt sympa. Au début, j'ai fait l'erreur de vouloir croire que poncer à 120 directement, ça suffirait. Mais non, bien sûr, puisqu'il y a les petites stries de l'acier à ruban. Donc il a fallu d'abord poncer avec un grain à 80 et ensuite 120. Sans ça, c'est impossible d'enlever toutes les petites rayures. Maintenant que la poignée est poncée, j'ai fait des tests de prise en main comme ça, et je me rends compte que quand même la poignée est trop épaisse. Et étant donné que, vu l'épaisseur, elle est quand même super solide, donc là elle bouge, mais il faut imaginer bien entendu qu'elle sera vissée ici et là, je peux me permettre d'enlever 2 ou 3 mm ici pour voir ce que ça donne. Voilà, là la prise en main elle est beaucoup mieux, par contre c'est pas très agréable ici forcément, donc je vais arrondir les angles, et pour ça je vais pas le faire à la défonceuse, ça serait bien trop dangereux, je vais le faire à la ponceuse. Bon, la ponceuse à ruban c'est pas terrible, on va passer à l'excentrique. Bon, en même temps c'est logique, une ponceuse à ruban ça va bien pour des surfaces planes comme là, mais pour des surfaces arrondies, c'est vraiment pas adapté. Donc, je vais utiliser ma ponceuse excentrique. J'ai monté un petit plateau, parce que j'ai la chance d'avoir 2 tailles. Ça sera plus pratique. C'est pas indispensable, mais ça ira quand même mieux. Alors là, c'est dommage qu'en vidéo ça puisse pas se voir, mais là, c'est vraiment top. Il y a des petits problèmes de ponçage, et ça, c'est lié au fait que j'ai utilisé la ponceuse à ruban. Ça sera la première et la dernière fois que je le ferai. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il faut poncer toutes les arêtes, sauf celle-là. Puisque là, on sera en contact avec le tiroir, et donc il ne faudra pas y toucher. Et éventuellement même, il faudrait peut-être ne pas poncer ces 3-là aussi, de chaque côté, ce qui permettrait de faire peut-être éventuellement une petite encoche dans le tiroir pour encastrer la poignée. Pourquoi pas? Je vais faire des essais. Quoi qu'il en soit, je suis satisfait, les dimensions sont bonnes. Je vais effectivement peut-être raccourcir la poignée d'1 centimètre. Mais à part ça, c'est nickel. C'est nickel. Et donc au final, la largeur de ces poignées pour mes grandes mains, ça serait 25 mm. Il reste à faire un essai de montage. Alors je ne vais pas le faire sur un tiroir, mais je vais quand même essayer. Pour un premier essai, je vais faire un trou ici de 4 mm pour pouvoir y monter des vis comme celle-là. Alors ces vis, elles sont parfaites pour monter des tiroirs. Ce sont des vis de 4 par 16, d'où le trou de 4 mm. Elles sont pas très longues, 16 mm, ce qui permet de ne pas traverser la paroi du tiroir, ce qui est quand même appréciable. Et surtout, c'est pas une tête fraisée. Vous voyez, le dessous de la tête est plat, ce qui fait que quand on va visser, on va venir plaquer la poignée du tiroir contre la face avant du tiroir. Et de ce côté-là, je vais percer un trou pour y enfiler cette cheville et je vais ensuite couper l'excédent de la cheville. On va voir ce que ça donne. Alors là, pour le coup, je vais percer à 10 parce que j'ai des chevilles de 10. Curieusement, parce que le standard, ça serait plutôt 8 mm. Mais bon, moi, j'en ai pas. Ça, c'est de la récup de meubles, donc je fais avec ce que j'ai. De toute façon, c'est qu'un essai. Bon, déjà, 10, c'est trop gros. Hein. J'aurais dû percer à 9,5 ou 9. C'est pas grave, c'est qu'un test. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, sauf que c'est moche parce que le trou est trop gros. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc, la version vissée, ça donne ça. La version chevillée, ça donne ça. Et la version chevillée avec un trou de 9 à la bonne taille, et ben ça donne ça. Et finalement, une fois la poignée montée, je me rends compte qu'elle est pile à la bonne taille et je vais garder mes 11 cm. Donc je vais pouvoir garder le premier moule que j'ai fait et je vais en faire d'autres pour pouvoir faire toutes mes poignées plus vite.
Avant d'aller plus loin, on va s'en arrêter là pour cette fois. Vous venez de voir la première version des poignées de tiroir de mon établi. Elles ne sont pas parfaites et je vais donc en faire d'autres, mais ce sera dans le prochain épisode. En attendant, on passe au bilan. Alors c'est ma première expérience avec la technique de la mêlée-collée et franchement c'est pas mal du tout. La technique est relativement simple, elle est efficace et elle a des avantages. Le premier avantage c'est qu'on peut produire des objets à la forme sympa, j'allais dire organique, mais le terme est trop fort, disons plutôt des formes courbes et harmonieuses qui tranchent avec les formes de pavés qu'on crée en général quand on débute la menuiserie. Qu'on fasse des étagères, des boîtes ou des meubles, bien souvent on fait des parallélogrammes aux côtés bien perpendiculaires. Et grâce au lamellé-collé, aujourd'hui j'ai changé mes habitudes. Un autre avantage du lamellé-collé, c'est la solidité des objets produits, grâce aux fibres de bois qui suivent les formes de l'objet. C'est valable aussi bien pour une poignée de tiroir que, par exemple, une charpente de gymnase. Alors si ça supporte un si gros bâtiment, ça devrait aller pour mes tiroirs. Encore un avantage du lamellé-collé, c'est pas compliqué à réaliser, en tout cas pour ces petites poignées. Franchement, ça s'est mieux passé que je le pensais. Vous avez vu, j'ai pas eu besoin de ramollir les lamelles de bois à la vapeur. Ça s'explique par le fait que les lamelles sont très fines et donc très souples. C'est pas compliqué, mais c'est long en fait. Il faut de la patience pour débiter beaucoup de lamelles et il faut aussi accumuler pas mal de temps de séchage de la colle. D'où l'intérêt de fabriquer plusieurs moules pour mutualiser les temps perdus. Votre limite finalement pour les grandes séries, ça sera la quantité de serre-joints dont vous disposez. J'ai bien aimé déterminer les dimensions des poignées en fonction de la taille de ma main, parce que je trouve les proportions agréables à l'œil, et surtout parce que le résultat, il est nickel. Les poignées, elles sont fines, elles sont solides, elles sont ni trop grandes ni trop petites, et ça, je vous rappelle que c'est le cahier des charges de départ. Mais je vous rappelle aussi que la version d'aujourd'hui, c'est que la première, et que vous en verrez d'autres dans le prochain épisode. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Et pensez à activer les notifications pour ne pas rater la suite. Encore une fois, j'ai mélangé les techniques modernes, CAO, laser, avec les méthodes plus traditionnelles, en utilisant même une scie à ruban du début du siècle dernier. Le laser, c'est un outil pratique qui apporte précision, facilité et efficacité. Perso, j'apprécie surtout de gagner du temps et de la précision grâce à lui. Mais on peut très bien se passer du laser, bien entendu. Je sais bien que ce n'est pas un outil pour toutes les bourses et que tout le monde ne le considère pas comme un outil. Mais si, c'est un outil. Le plus important pour ce projet, c'est pas d'avoir un laser, mais c'est plutôt d'avoir une défonceuse, des fraises à roulement et des serre-joints costauds. Le sciage a été hasardeux, voire dangereux même, surtout lorsque j'ai fait la première coupe de délignage du prototype de poignée. Vous allez voir dans la prochaine vidéo que j'ai appris de mes erreurs et j'ai adopté une autre méthode. J'ai d'ailleurs appris à chaque étape, même au ponçage, comme vous avez pu le voir, l'utilisation d'une ponceuse à bande, c'était pas l'idée du siècle. C'est pratique pour le dessus des poignets qui est une grande surface plane, mais c'est la seule surface où c'est pratique en fait. Toutes les autres surfaces sont petites, courbes ou convexes, et dans ce cas, la ponceuse à bande, c'est la pire des options. Voilà, c'est tout pour cette fois. Donc si vous n'avez pas vu la longue série de vidéos sur cet établi, je vous colle la playlist ici et dans la description de la vidéo. Il y a de quoi faire, il y en a quelques dizaines. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!